toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau de Solidarité. Mai 68 est entré dans l'histoire contemporaine française par le caractère spontané, puissant et fédérateur de la révolte populaire qui l'a animé. Une immense protestation à la fois culturelle, sociale, politique, dirigée contre la société traditionnelle et ses valeurs. 10 à 11 millions de Français vont alors faire grève. Cette lame de fond reste l'un des plus importants mouvements sociaux français du XXe siècle, enclenché par la jeunesse étudiante parisienne, suivi par le monde ouvrier et puis gagnant progressivement toutes les couches de la population française. L'héritage sociétal de mai 68 perdure, même si on ne se souvient pas toujours de ce qu'on lui doit, en termes d'égalité des chances, d'évolution des mœurs, de diversité sociale et culturelle, de droit du travail, de droit des minorités, de conscience écologique. Mais peut-on, 40 ans après, analyser mai 68 à travers le prisme de l'humanisme et de la solidarité, des mots, des notions moins explicitement revendiquées à l'époque et pourtant très en vogue aujourd'hui? Y avait-il sous les pavés la solidarité et sous quelle forme? Eh bien, de grands spécialistes de l'image ont su capter la réalité de mai 68 à coups de dessins, de films, de documentaires, de photographies, de vrais morceaux de mémoire qui ont su saisir l'élément humain au cœur de la démarche. C'est à ces personnalités engagées et à leurs œuvres que j'ai choisi de consacrer l'émission d'aujourd'hui. Donc pour en parler, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Monsieur Marc Ribot. Bonjour Monsieur. Bonjour. Vous êtes photographe, ancien vice-président de l'agence Magnum. Donc je fais un petit pitch rapide de votre parcours. Vous avez commencé votre vie professionnelle comme ingénieur. Vous êtes diplômé de l'école centrale de Lyon. En 52, vous montez à Paris, vous rencontrez Cartier-Bresson et Robert Capa, les créateurs de Magnum Photo. Vous intégrez la fameuse agence en 1953 et alors on s'en suit de longues années de reportages à travers la planète, dont, je pêle-mêle, la décolonisation africaine des années 60, la révolution culturelle chinoise, la guerre du Vietnam, donc quelques grands champs de bataille, si j'ose dire, de votre action artistique. On vous donne de nombreux clichés, parmi les plus beaux justement au cœur des manifs, des barricades de mai 68. Et vous publiez un ouvrage, Sous les pavés, donc aux éditions La Dispute, que voici, voilà, il est à l'antenne, voilà, histoire de montrer que vous aviez envie de regrouper certainement vos photographies à l'occasion de ce quarantenaire. Et il y a aussi une exposition Place de la Sorbonne à Paris, dans le hall du lycée Louis le Grand. Une expo qui s'achève bientôt? Non, c'est une exposition dehors, sur la place de la Sorbonne, également sur rue Saint-Jacques. Nous sommes en plein de notre problème parce que ça a attiré beaucoup de monde, beaucoup d'étrangers, curieusement, qui à ce moment-là, surtout pendant les vacances scolaires en France, c'était plein de Sud-Américains, d'Allemands, d'Italiens, qui posaient des questions et je m'amusais beaucoup à les écouter. Et puis, le lycée Louis le Grand, qui est un peu à l'origine, parce que le proviseur est un type formidable, fanat de photos, et qui m'a beaucoup aidé, Joël Valade, et voilà. Mais, juste une petite remarque, je crois qu'il n'y a pas eu de vague écologique, au contraire. Non, une prise de conscience écologique. On a commencé un peu à se soucier d'écologie en mai 68. Dans la pratique, moi, vous savez, je suis pas un télo, je n'ai pas entendu la conscience, mais j'ai vu les dizaines et les dizaines d'arbres qui étaient coupés et qui étaient sciés à la base. On était à l'époque de Atomkraft 9 Bunker en Allemagne, on commençait à se préoccuper d'environnement. Avant, on s'en fichait un peu puisqu'on n'était pas loin de la révolution industrielle. Merci beaucoup. Je fais remarquer parce que ça m'avait beaucoup frappé à ce moment-là. Ah bah oui, je crois qu'il y avait un petit côté aussi désordonné, des idées qui émergeaient mais qui n'étaient peut-être pas encore complètement concertées. Un arbre, c'est le résultat des arbres de 50 ans, de 100 ans, qui étaient coupés tous les jours. On les voit sur vos photos d'ailleurs, les arbres ratatinés par terre. Voilà, absolument. Avec les grilles fracassées. Merci d'être avec nous, Monsieur Ribot. Ciné, vous êtes dessinateur, caricaturiste, on vous connaît bien. Vous avez collaboré à l'ouvrage Mai 68, que voici, là aussi gros pavé, si j'ose dire, avec Volinsky, Cohn-Bendit, Cabu, GD, Cavana, donc qui vient de sortir. Voilà, on le voit là. Vous avez aussi publié, alors le pitch que j'ai, c'est votre premier dessin, vous le publiez dans France Dimanche en 52.
Vous recevez le Grand Prix de l'humour noir en 55 avec votre recueil Complaintes sans parole. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que votre liberté de penser, votre ton va vous valoir quand même de nombreux procès. Vous avez toujours dit ce que vous pensez de façon très crue, très directe, et c'est ce qui fait évidemment votre talent. Vous avez collaboré comme dessinateur politique à plusieurs journaux, l'Express, L'Événement du jeudi, bien sûr Charlie Hebdo, bien sûr Harakiri. Vous avez fondé le journal L'Enragé en 1968. Il a duré combien de temps, ce journal? On a réussi à faire 4 numéros au mois de mai-juin, et on a fait 4 autres en octobre, mais c'était foutu, quoi. La droite avait repris ses droits. Ah bah oui, ça, une fois, oui. On a quand même tenu le coup. Les législatives qui ont suivi après la dissolution de l'Assemblée, ça a été effectivement un grain de marée à droite. Vous exprimez clairement, je vous cite, votre anticolonialisme, anticapitalisme, anticléricalisme et anarchisme. Voilà, tout est dit. Hein. Qu'est-ce qu'il en reste 40 ans après? Il doit rester, donc on a dû oublier les petits trucs. Mais... En 2004, vous soutenez la liste Euro-Palestine aux élections européennes de juin 2004. Vous êtes membre du comité de parrainage de la coordination française pour la décennie de la culture de paix et de non-violence. Voilà, la paix, vous êtes apaisé peut-être un petit peu, tout simplement, avec les mêmes idées? Non? Toujours autant de violence? D'accord. Je rêve de paix, mais là, je crois qu'il faut se bagarrer pour l'obtenir. Merci d'être avec nous, Ciné. Monsieur Jean Raguenès, bonjour. Bonjour. Vous êtes Hein? Bon dia, bonjour. Oui, bah oui, parce que vous nous venez du Brésil. Oui. Hein, vous habitez, vous y résidez maintenant complètement. Si. Vous êtes religieux, père dominicain, ouvrier chez LIP en 1971. De très nombreux militants chrétiens ont participé au mouvement de mai 68 et vous êtes de ceux-là. Hein, il faut quand même le souligner. Avec votre ouvrage donc paru en ce début du mois de mai 2008, que voici, de mai 68 à LIP, un dominicain au cœur des luttes. C'est un ouvrage magnifique. Parce que c'est une véritable épopée, un engagement humain jusqu'au boutiste, une vraie preuve de générosité. Vous nous proposez à l'intérieur de ce livre de revenir sur les luttes sociales, politiques, économiques, donc qui ont animé ces quelques années pré et post 68. Et après 10 années, alors votre parcours à vous, c'est 10 années passées, d'abord au Carmel, ensuite au sein de l'ordre dominicain. Trois au total. Oui. Ah oui. Voilà. Dans couvent, Carmel, ordre dominicain, autant d'années passées à étudier la philosophie, la théologie, et vous avez décidé de vous tourner vers la réalité du terrain. De sortir. Vous êtes allé à la rencontre des gens en difficulté, les jeunes délinquants, vous avez été aumônier, et vous êtes engagé de façon ensuite plus radicale au service justement de la libération des opprimés de la société. Et comme ça, votre action sur le terrain va être très visible pendant mai 68. D'abord parce que vous allez être au cœur de la tourmente. Rue Gay-Lussac, aumônier des étudiants, ça veut dire que vous êtes à leur côté quand ils commencent à bouger, même pendant tout le trajet. Et après, eh bien, vous allez protéger ces fameux Katongais, qui étaient ces jeunes délinquants, qui s'étaient un peu comme des mercenaires engagés dans les services d'ordre. Donc, des manifestations, histoire assez particulière. Vous racontez ce périple de plusieurs mois dans le livre. Après, on sait qu'ils seront condamnés, mais pas pour leurs faits dans mai 68. Pour un meurtre qui a été... Et vous avez un soutien indéfectible à ces jeunes, qui sont, ma foi, quand même des criminels, parce qu'ils vont abattre de sang-froid un des leurs. Voilà, c'est compliqué, mais votre cœur, votre enthousiasme, eh bien, aura finalement le dernier mot, puisqu'ils vont être relativement, quand même, protégés, compris, et pas rejetés par la société tout entière. Et aujourd'hui, vous vivez au cœur de l'Amazonie, engagé auprès de ces fameux travailleurs sans terre. Voilà. Donc c'est l'histoire d'une vie complète que vous racontez à merveille dans ce livre. Et vous étiez surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous avez pris quelque part la lutte ouvrière à bras le corps lorsque vous êtes entré chez LIP en 71, avant la fameuse grève de 73-74, juste avant. Et puis vous nous raconterez bien sûr le sens de cet engagement. Merci d'être avec nous. Et à vos côtés, Christian Rouault, vous êtes réalisateur. Vous avez réalisé en 2007 le documentaire Les LIP, l'imagination au pouvoir, on les appelait comme ça, les ouvriers qui ont fait cette magnifique, qui ont vécu cette épopée. Les LIP, sur le conflit social qui a donc éclaté en 73, qui aboutit après des mois évidemment à la chute de l'entreprise. Les ouvriers ont donc pris possession de l'entreprise. Ce sont eux qui ont été des décisionnaires complètement de leur avenir. Ils ont continué la production, ils ont vendu les montres eux-mêmes, ils se sont payés tout seuls. C'était quelque part une sorte d'enseignement direct que l'on pouvait tirer de mai 68, mais qui sera quelque part un événement sporadique, parce que peut-être tellement parfait, après le patronat a pris peur, les politiques ont pris peur. Je crois que le mouvement a été étouffé de façon surtout à ce qu'il ne se reproduise pas. Parce qu'il y avait quelque chose d'assez vertueux dans cette démarche. Effectivement, ce qu'on explique dans le film, c'est que l'entreprise a été assassinée délibérément. Ouais. C'est-à-dire que la lutte a d'abord été une victoire totale, puisqu'ils voulaient... après elle reprenait, la production reprenait. Ils ont été tous repris. L'entreprise était repartie, des montres et tout, voilà. Et la droite ne pouvait pas supporter que les LIP gagnent. Exactement. C'était pas possible. Donc combat extraordinaire que vous avez relaté, vous y étiez, vous d'ailleurs, à l'époque, vous commencez, je crois, prof de français, et vous êtes en région parisienne. J'étais pas à Besançon, moi j'étais à Paris. Non, mais vous entendez parler quand même à l'époque. Oui, je suis militant à l'époque. Voilà.
Voilà, je suis militant vous êtes militant. Et qu'est-ce qui fait justement que vous allez vous rapprocher physiquement justement de ce combat? Vous allez y aller, vous allez filmer? À l'époque, non. C'est pas à l'époque. Ah non, non. Le film, c'est 30 ans après. D'accord. Le film s'inspirait dans la mémoire d'Élie. Dans ce film qui est sorti, il y a des extraits d'archives qui ne sont pas les vôtres. Voilà, autant pour moi. Néanmoins, vous avez ensuite rencontré tous les protagonistes. Bien sûr, pour leur faire raconter l'histoire. Voilà, pour leur faire raconter l'histoire. Et bien sûr, avec Monsieur Raguenès, avec vous. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc ce film qui s'appelle, attendez, donnez-moi le titre exactement, L'imagination au pouvoir, et qui est passé en salle l'an dernier, c'est ça? Oui, il est sorti le 21 mars dernier, enfin de l'année dernière. Merci d'être avec nous. Et enfin, Madame Annick Peigné-Giuly, présidente de l'association Documentaire sur grand écran, qui organise en ce moment, quelles sont les dates, un festival? Bien écoutez, ça s'est terminé hier soir, donc une semaine de programmation autour de mai 68, ça s'appelle mai 68, sauf qui peut le monde, entre parenthèses. L'idée était de faire une sorte de modeste tour du monde des cinémas politiques de l'époque. Là, c'est vraiment les films qui ont été tournés ou en mai 68, ou en tout cas encore dans l'esprit de mai. Voilà, c'est l'ouverture sur le monde, les grandes signatures, hein, il y a Godard, il y a Depardon, enfin tous les grands cinéastes, quelques grands cinéastes de l'époque vont aussi se tourner vers l'international, ce qui n'était pas commun. Le cinéma devient outil de solidarité en termes d'ouverture sur le monde et aussi du message fort qu'il contient, puisqu'il se passe plein de choses dans le monde entier. Déjà, il y a des tas de manifs étudiantes à ce moment-là, au Japon, en Allemagne, partout. Il y a bien sûr la révolution culturelle de laquelle se réfère quand même la jeunesse de ce moment-là en Chine. Voilà, il y a les droits civiques aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il y a encore? La dénonciation évidemment de la guerre du Vietnam, plein de choses. Mexico, les manifestations bien sûr, absolument. Avant les Jeux Olympiques. Ouais, exactement, avant les Jeux. Et tout ça, ça a été dit et vous l'avez merveilleusement bien regroupé au sein de ce festival. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, restituer l'esprit de mai 68 en images, en photos, c'est capter des moments de vie fugaces, c'est pouvoir s'arrêter sur des visages et placer les personnes, les individus au centre d'une action collective massive. C'est tenter d'écouter et de comprendre l'être humain et d'offrir justement sa requête au reste du monde. Comment l'appareil photo devient-il alors instrument de solidarité et de partage? C'est ce que je vous propose que nous abordions dans la première partie de cette émission. Alors je commence avec vous. Qu'est-ce qui fait qu'un beau jour, vous abandonnez, vous délaissez une carrière d'ingénieur brillamment installé sur les rails du succès, vous avez fait Centrale. Qu'est-ce qui fait que vous tournez vers la photographie? Quel va être le déclic? Je m'apercevais que je ne pouvais rien faire d'autre. Et que je ne parlais pas, j'étais taciturne, je suis resté un peu, et terriblement timide. Donc je me suis senti avec un appareil de photo comme un peu avec un bouclier. Moi, c'est le rapport avec les gens qui était pour moi difficile. J'avais horreur de la violence, j'avais horreur des confrontations. Bon, ça m'a poussé à essayer de faire la photo avec un vieil appareil de mon père qui avait fait la guerre de 14-18. Et en technique, donc c'était arrêté là, ma technique. Et après, bon, j'ai fait de la photo, c'était pas à la mode comme maintenant, et la photo est devenue un réflexe pour moi, et je suis arrivé en mai 68 en débarquant de encore cette civilisation qui était extraordinaire et magnifique. Il n'est resté que les pierres, mais on n'a pas vu les soieries, l'extraordinaire résultat d'une civilisation extraordinairement raffinée qui est disparue en quelques dizaines d'années, en peut-être 50 ans, complètement disparue. Et en revenant de encore, je débarque dans l'avion d'Air France, je vois une grande photo qui était, je crois, du Figaro, le seul journal qui était sur l'avion, des voitures renversées, les unes à côté des autres et brûlées. Je me suis dit, tiens, on tourne un film. Mais j'arrive là, je débarque et dès le premier soir, comme un réflexe de photographe, je ne sais pas ce qui se passe, je vais voir. Et je me suis dit, c'est comme ça qu'une civilisation peut disparaître totalement.
tout est parti, c'était une espèce d'onde de choc. Un sort de chaos, vous arriviez en plus de plein pied dedans d'un seul coup. Oui, et puis j'étais là à regarder, il ne faut pas croire qu'on avait des idées. Aujourd'hui, mai 68 et les idées, les grandes idées, et on a construit ça un peu après, mais c'est vrai que c'était une onde de choc. Et sur le coup, ça a été vraiment une sensibilité quelque part, et puis avec votre œil de photographe, vous y voyez tout de suite une dimension esthétique d'une certaine façon, quelque chose de captable à récupérer sur la pellicule. Jamais on s'est dit, j'ai demandé à n'importe quel photographe qu'on capte l'histoire ou qu'on capte des choses extraordinaires. Non, vous savez, c'est comme de se promener dans une forêt, on voit 3 ou 4 arbres et on ne voit pas la forêt. Alors qu'est-ce qui fait que justement, voilà, quand vous dites on voit quelques arbres, vous voyez des visages, des portraits, et votre appareil s'arrête souvent sur des figures et qui deviennent d'un seul coup porteuses du message de l'époque, malgré vous d'une certaine façon. C'était là aussi la magie de la photo. C'est révéler des choses qu'on n'avait pas envisagées à l'avance. Dans le cinéma, il y a la magie du montage, qui choisit des scènes, qui choisit des vues et qui décline une certaine histoire. La photo n'est pas une histoire, c'est des coups d'œil, des coups de cœur. Et puis après ça, c'est ce que j'ai fait, c'est beaucoup plus long de choisir. J'ai fait des milliers de photos sur mai 68. Je passais la nuit sur les barricades quelquefois. Bien sûr. Et voilà, donc, bon, ce qui reste, il en reste quelque chose, peut-être dans 10 ans, pour le 50e, on verra un peu plus clair. Alors, qu'est-ce que vous en retenez justement, vous, de 40 ans après? Qu'est-ce qui vous reste peut-être comme émotion? Oh, une chose magnifique. Magnifique parce que, pour moi, c'est les détails. Les gens se parlaient. On ne se parle pas dans un ascenseur aujourd'hui, avant et après mai 68. On ne se parle pas, on ne fait pas l'autostop dans Paris, on faisait que l'autostop, il n'y avait rien d'autre. Et les gens de toutes couleurs, non, de toutes couleurs, pas tellement, de tout genre, parce que les couleurs n'étaient pas encore un point important. Ils n'étaient pas encore tellement arrivés non plus chez nous. Hein, ça commençait, cette vague d'immigration. Oui, voilà. Mais moi, c'est une onde, comme les ondes, vous savez, ça avance sans bouger. Ouais. Et c'est une chose passionnante de regarder et de sentir une vague, une véritable vague. Et tout le monde est pris par cette vague. Il y a eu des excès, il y a eu des arbres coupés, mais il y a eu une volonté, une espèce de réflexe extraordinaire de changer le monde. Ah ouais. Et ça, vous vous en souvenez encore? C'est quelque chose qui n'a pas bougé, qui a vraiment imprégné l'esprit de mai 68 avec votre œil de photographe? Vous l'avez senti? Qu'est-ce qui n'a pas bougé? On est revenu en gros avant, mais il y a des grands trucs. De Gaulle, qui était d'être extraordinaire, qui a évité qu'on tombe sous les soviets. Il y avait d'un côté le risque des soviets et le risque des Américains. Très autonome. Et il était extraordinaire pour ça, mais à part ça, il n'a rien compris aux jeunes, aucun jour. Rien compris d'une civilisation qui bougeait, qui changeait, où la télé était d'un des acteurs, où tout, la communication, et il n'a rien compris. Et quand vous regardez justement les photos que vous avez prises, qui sont quand même très fortes, est-ce que vous, de façon rétroactive, vous pouvez vous dire que oui, l'appareil photo, même si on voit que ce n'est pas votre démarche initiale, peut être un instrument de combat, de revendication, finalement? Et qu'est-ce que... Non, je n'ai pas senti que je revendiquais. Pourtant, vous sortez un livre avec un choix de photos. D'accord. Vous étiez juste un passeur. Mais j'avais mes opinions, bien sûr. Et j'avais des opinions. Parce qu'on vous doit quand même quelques-uns des clichés les plus célèbres des barricades de mai 68. Et c'est vrai que voilà. C'est surtout le résultat. On interprète chacun sa façon et on se dit qu'est-ce qu'il y a eu dans l'esprit le photographe à ce moment-là. Ça a été quelque chose. Vous avez vu cette photo que j'ai dans mon livre d'une fille avec une fleur à Washington? Bien sûr, on la voit régulièrement. Je crois qu'elle tiens, celle-ci avec les... Elle est passée. Mais en effet, j'étais passionné, j'ai pris un petit billet d'avion et j'avais appris à Berlin qu'il y aurait une grande manif. Il y a une espèce d'international de l'information. Photo contre la guerre du Vietnam, prise le 21 octobre 1967, voilà, aux États-Unis. Alors, mai 68 en images, c'est aussi le fait de la plume et du crayon, et oui. Sauf que là, on n'est pas toujours témoin ou rapporteur de la réalité, on peut se permettre de réinterpréter, d'interpréter cette réalité. C'est cette liberté, justement, qui permet aux idées de s'exprimer avec force, avec pertinence. Alors, Siné, qu'est-ce que ça signifie pour vous, justement, de vous repencher sur mai 68, notamment par ce livre coécrit avec
vos collègues de l'époque, je suis toujours un peu nostalgique. Bon, je regrette ce bon temps. Pour moi, c'est la plus grande fête de ma vie. Mais oui, c'est ça. J'avais déjà 40 ans. C'est une grande fête. Je vais vous citer quand même, parce que je courais comme un dératé, je lançais des pavés, j'insultais les flics, je dessinais sur les coins de table, je soignais les blessés, je couchais n'importe où, je baisais comme un fou, je buvais comme un trou, puis je sillonnais la capitale en moto et collais des affiches partout. C'est exactement ça, ouais. Il y a une vraie truculence qui vous anime. J'ai pris un coup de jeune à ce moment-là, une piqûre de rajeunissement. Et c'est vrai que de balancer des pavés, ça libère. Ça donne soif, on a envie d'un. Les filles étaient jolies, des mini-jupes, c'était vraiment d'une beauté. Du coup, mes dessins, ça tombait sous le sens, quoi. En plus, moi, j'étais un peu j'ai beau comme ça être farfelu. Donc vous étiez un vrai militant, bien sûr. J'ai des idées de gauche, donc j'espérais, moi, bien faire craquer tout le Et puis c'est très profond, vous dites j'avais la rage depuis plus de 20 ans et grâce aux étudiants, je la laissais enfin exploser. On peut les remercier, ces étudiants qui ensuite ont quand même été un peu décriés par les mouvements ouvriers, syndicaux, etc. Néanmoins, ils ont quand même mis le feu aux poudres. Oui, c'est ça, c'est les allumeurs. Et par contre, c'est vrai, vive les prolétaires après qui ont pris la relève. Et c'est vrai qu'à 10 millions, c'est étonnant, toutes ces grèves. Et c'est vrai que c'était un moment, mais c'est vraiment, on a les larmes aux yeux, parce que c'était trop beau, quoi. Les gens sont beaux, les gens sont moins bêtes, on a l'impression il y a un degré d'intelligence qui avait grimpé. C'est-à-dire que vous les sentiez très réceptifs à vos dessins, à votre humour et à votre message quand même politique, en fait. Ouais, mais bon, c'est un tout. Hein. C'est comme lui, il appuie sur son truc, il sait pas trop qu'il fait un chef-d'œuvre. Moi, c'est pareil pour moi. Oui, c'est vrai, ça a été, je crois, la célébration d'une certaine spontanéité, mais qui exprimait ce que les gens avaient, comme des cocottes minutes, avaient en eux-mêmes aussi. Hein. Ce qui est bien aussi, le dessin qu'on vient de voir, là, on a fait une rétrospective dans je ne sais plus quelle banlieue. Il a été interdit, ils n'ont pas voulu le montrer parce que ça montre la CGT de connivence avec les flics. Et encore, on les a pas tous mis, je peux vous dire qu'il y en a qu'on pouvait pas mettre. Et la CGT a refusé que ce dessin soit exposé. D'ailleurs, en 2008, on est encore censuré, c'est pas un dingue. Et c'est une banlieue de gauche. Ah oui, justement. Donc, alors je leur ai dit, vous vous montrez, vous ne montrez pas, mais vous ne montrez rien. Quoi. Le syndicat a une démarche différente encore que la politique partisane, voilà, c'est très particulier. Est-ce que vous avez appris des choses sur vous-même avec Mai 68 ? Sur vous-même, sur votre talent de créateur, sur votre façon de revendiquer ? Ça a changé quelque chose dans votre façon de dessiner ? Oui, sur mon talent, mais ça c'est pas en 68, c'est depuis que finalement c'est bilan globalement négatif, quoi. On se retrouve sous Sarkozy. Et vous auriez aimé et les CRS n'ont pas beaucoup changé de mentalité. Que vos armes soient effectivement plus puissantes pour changer le monde véritablement. C'est vraiment l'impression de pisser dans un violon. Et vous dites, vous ajoutez que la gueule de bois de mai 68 a été à la hauteur de la cuisse. C'est vrai. Pour moi, je m'en suis pas remis encore. Là. Juste après ? Puis on redégringole tous les jours. Là. Tous les acquis sont repris petit à petit, c'est dramatique. Hein. Donc je rêve d'un nouveau mai 68, mais bon, j'attends parce que à mon âge, j'ai plus les moyens, mais j'irais volontiers faire de la provoque, quoi, si ça pouvait. Remarquez, vous n'avez jamais franchement arrêté. Et qu'est-ce que vous, justement 40 ans après, malgré tout, voilà, qu'est-ce que c'est que ce sentiment? Je ne parle pas du bilan du constat, mais qu'est-ce qui vous en reste de mai 68? Cette fête, cette espèce de liesse, mais ça a duré longtemps, 11 millions de Français en grève, des énormes mouvements ça a été ouvriers. Trop vite, hein, à peine un mois. C'est ça, c'est la rapidité du mouvement, du flux. Parce que moi j'ai quand même pris un peu, pas le train en marche, mais enfin j'ai raté les 2-3 premiers jours en disant c'est les étudiants, c'est pas sérieux, quoi. Enfin c'est pas pour moi en tout cas. Et puis le temps que j'aille au quartier latin, parce qu'en plus j'étais un peu... Je vivais à Montmartre et j'avais pas envie de... Pour moi, la rive gauche, c'était snob. C'était comme un œil, un peu. C'était pas mon truc, quoi. Donc, pour prendre mon vélo au soleil et aller voir ce qui se passait du bon côté, enfin, du côté des pavés, j'ai perdu quelques jours, ce que je regrette d'ailleurs. Enfin, c'est 3 jours. Mais dès la fin du mois de mai, c'était foutu. Le défilé des Champs-Élysées, je crois qu'il a eu lieu le 30 mai. Donc on savait déjà, en 3 semaines, la révolution est passée. Un feu de paille. Après c'est dramatique. Élections législatives massivement à bon, droite. Et après, c'est vrai que ça a été que des... Moi, on faisait l'enragé, mais j'y croyais plus. D'ailleurs, je suis parti au Brésil presque aussitôt, en laissant Wolinski s'occuper de ça. Je dis, moi, je suis dégoûté, je me casse. Est-ce que vous étiez sensibilisé aussi à ce qui se passait à l'international avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, il se passait des choses extrêmement puissantes, puis il y avait aussi, juste avant l'assassinat de Martin Luther King, enfin des valeurs quand même. Et à côté de ça, on était effectivement en plein maoïsme aussi, hein, en pleine révolution culturelle, avec un soutien fort de la part des Occidentaux. Ça vous est arrivé aussi de vous exprimer sur oui, bien sûr, oui, tout le temps. Hein. Moi j'ai commencé la guerre d'Algérie, mes dessins politiques.
Après ça a commencé, j'étais maoïste aussi, enfin pas maoïste parce que je n'étais pas inscrit dans un truc, mais j'étais secrétaire de rédaction d'une revue qui s'appelait Révolution, dont Jacques Vergès était le directeur. Et il y avait la photo de Mao partout, il y avait des œuvres de Staline, de Liu Shaoqi, enfin, on était vraiment les purs et durs. Moi, ça m'amusait, j'y croyais pas trop, mais bon, du moment que ça secoue un peu le... Oui, c'est ça, en fait. Que c'est contre... Le but, c'était de secouer, effectivement, c'est important. Néanmoins, est-ce que vous avez eu envie d'imprégner quand même vos messages d'humanisme, de solidarité? Est-ce que vous sentez que la politique, c'est aussi de la solidarité? Le message politique, bien sûr, oui, ça paraît évident, puisqu'on lutte automatiquement, on est de gauche, donc la gauche c'est solidaire. On a des copains, quel que soit le pays où ils sont, on est solidaire avec tous les pauvres, tous ceux qui se font matraquer par qui que ce soit, et c'est tous les mêmes. Les flics du monde entier, hélas, se ressemblent, les militaires aussi. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce bouquin avec vos collègues? Non, ça c'est juste moi je suis bourré, on m'a téléphoné, est-ce que vous acceptez de faire partie du truc? J'ai même hésité parce que je trouve que c'est un peu de la récup. Mais bon, ça fait un peu d'argent. Bah oui, tant qu'à faire. Comme j'en gagnais à l'époque, ces belles phrases que j'ai dit au début, et qui sont quand même très éloquentes. Comme je bois pas mal, il faut payer l'alcool. Alors, un festival donc a lieu en ce moment, il s'agit du festival Mai 68 Sauve qui peut le monde, donc je rappelle, organisé par votre association qui s'appelle Documentaire sur grand écran. On voit comment le cinéma justement devient arme de solidarité pour dénoncer les injustices, les drames humains qui se déroulent loin de chez nous, pour célébrer aussi ce qui va bien. Et alors, le documentaire politique était tombé un peu en 18-8 et on a le sentiment que ça revient. Déjà, on a le président du jury du festival de Cannes, Sean Penn, qui a clairement dit qu'il attribuerait sa palme à un film avec un contenu politique, une prise de conscience sur le monde, sur l'écologie, etc. Donc là, vraiment, le message est clair. Qu'est-ce que vous en pensez, Annick Peigné-Diouli, de cette tendance? Parce qu'il y a vraiment eu un moment, un creux, où ça n'intéressait plus personne. Déjà les documentaires, et a fortiori les documentaires politiques. C'est quelque chose dont on profite évidemment parce que on a l'amour du documentaire chevillé au corps dans l'association, mais effectivement on ne peut que remarquer en fréquentant les festivals de documentaires qui sont de plus en plus nombreux qu'il y a un public très très jeune, un public de jeunes gens extrêmement engagés qui ont envie de faire des documentaires politiques au sens large du terme, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas à l'heure actuelle, parce que les choses ont changé, de reprendre une certaine logorée marxiste-léniniste qui était à l'œuvre en 68 ou autre, ou d'autres courants politiques. Je crois que c'est plus globalement l'envie de faire un travail cinématographique qui sans doute pallie les lacunes du journalisme aujourd'hui. Je crois que les journalistes ont beaucoup de mal, c'est pas leur faute, mais je crois que dans le contexte... S'installer dans le temps un peu, voilà, c'est ça. Voilà, dans le cinéaste n'est pas dans une logique d'information pure et dure. Il a un format plus 7e art, plus artistique, qui peut s'étirer dans le temps, et c'est vrai que dans les médias, on court un petit peu après, voilà, je pense qu'il y a aujourd'hui réellement un déficit de travail, d'enquête, de recherche sur la société, de décryptage du monde dans les médias. Et les jeunes avec des moyens beaucoup plus modestes, ils peuvent aujourd'hui se payer une caméra pour pas cher, et ils ont le temps, ils peuvent avoir le luxe du temps. Oui, il y a une adéquation entre le 7e art et le fait de pouvoir raconter une histoire humaine qui se passe ici ou ailleurs. Ailleurs, évidemment, en rapportant plus des images qui ont une valeur d'or, parce que tout simplement, c'est loin de chez nous. Et on prend le temps de raconter des histoires humaines, c'est ça aussi. Des histoires humaines et vraiment avec un fond politique. Voilà. Oui, bien sûr. Et l'analyse aussi. Voilà. Et nous, c'est vrai qu'on est très sollicités par des jeunes gens qui nous apportent leurs films. C'est totalement en autoproduction. Il n'y a pas de producteur, il y a très peu d'argent, il y a leur caméra, et il y a le temps, et des petites équipes comme ça de jeunes gens qui s'associent et qui vont faire des films sur la Palestine, sur la situation des sans-papiers. À l'heure actuelle, c'est vrai que c'est un vrai mouvement. Quand je dis à l'heure actuelle, ça veut dire qu'il y a quand même 4-5 ans que les choses se passent comme ça. Alors, il y a évidemment l'arbre qui cache un peu la forêt, qui est le succès de films comme Michael Moore par exemple, qui sont eux aussi, on pourrait dire, des films engagés, quoi qu'on pense du fond de ce type d'engagement. Mais il y a aujourd'hui effectivement derrière ces quelques films qui ont beaucoup de succès, on pourrait dire qu'il y a un regain du documentaire, il y a une multitude de films documentaires. Le film sur les LIP en est
donner un exemple récent. Et là, c'est un exemple assez atypique, parce que c'est à la fois un film qui se fait sans le tape à l'œil de Michael Moore et qui en même temps a un certain succès, je crois, succès public. Certain, bien sûr. Bon, ceci dit, c'est vrai que le succès des films documentaires aujourd'hui est en grande partie dû au travail des festivals, au travail des associations comme la nôtre également, qui accompagnent le cinéma documentaire, parce qu'évidemment, c'est un cinéma fragile qui n'a pas les moyens de cinéma de studio. Christian Rouault, ça veut dire aussi que le talent du cinéaste, avec quelque part peut-être cette compétence qu'on acquiert en faisant de la fiction à faire une vraie narration avec tout le travail de montage, ça vous incombe aussi de raconter des histoires politiques, ça va bien avec en fait d'une certaine façon. Oui, moi je fais que du documentaire. Oui, justement. Mais c'est vrai que l'histoire de Lippe... Votre film, on le voit comme une véritable fiction. L'histoire de Lippe, c'est incroyable. Voilà. C'est une histoire tellement incroyable que j'ai su tout de suite. Si vous voulez, quand j'avais écrit mon texte, j'avais dit que ce serait un film d'action. Ouais. Alors que je savais que c'était juste des gens assis en train de causer, quoi. Mais il y a une telle force dans le récit, puis les personnages sont aussi assez somptueux. Bien sûr, extraordinaire. Donc il y avait de quoi faire quelque chose qui, justement, il y avait un travail sur le récit possible avec Lippe, quoi. On revient à cette discussion passionnante dans un instant. On marque juste une petite pause. Besoin d'argent pour vos projets? Pensez au prêt personnel TTLM. Simple et sur mesure, il s'adapte parfaitement à votre budget. Rapide, vous recevez une réponse de principe sous 48 heures. Profitez de notre taux exceptionnel de 3,9% au 0800 116 116. En ce moment, les frais de dossier sont offerts et vous bénéficiez de notre garantie satisfait ou remboursé. Alors n'hésitez plus. Profitez de notre offre exceptionnelle au 0800 116 116 ou sur ctlm.fr. Un système de clip unique qui capture les mèches dès la racine pour un lissage parfait. C'est Lissima Clip & Press de Calor. Atoll et Essilor lancent les verres mélanine pour protéger vos yeux des rayons nocifs du soleil. La jeunesse de mon regard, c'est essentiel. Atoll, les opticiens. Découvrir la passion. S'étourdir de sensations. Vivez une expérience Häagen-Dazs unique avec le nouveau parfum Caramel Apple Crumble. Häagen-Dazs, voyage pour vos sens. Classique, le parfum des femmes, par Jean-Paul Gaultier. Alors, on entre dans la vie active. Chez SL, nous vous avons aidé dans votre vie d'étudiant et aujourd'hui, on ne vous laissera pas tomber. La preuve, SL lance pour vous Mode Actif. C'est la gestion de vos comptes sur Internet. Et des virements sans aucun frais. Mode Actif, c'est aussi votre carte bancaire à moitié prix. C'est bien, hein? C'est bien, ça. Et jusqu'à vos 30 ans. Cool, non? Oui. Avec LCL, demandez à votre argent. Nous avons tant de raisons d'aimer le soleil. Chez Amora, nous aimons le soleil parce qu'il fait mûrir naturellement nos tomates. Il les rend belles, charnues et juteuses. Et nous pensons que c'est avec des tomates mûries au soleil que l'on fait un bon ketchup. Amora, par amour du goût vrai. Ce soir à 22h15, soirée spéciale pouvoir d'achat, la préoccupation numéro 1 des Français. Plus de 70% estiment que leur pouvoir d'achat a diminué. Qu'en est-il vraiment? Enquête avec 3 familles pour qui la vie n'a pas tout à fait le même coût. Zoom chez nos voisins européens. Avec le passage à l'euro, les prix n'ont pas augmenté dans tous les pays. Et en France, une nouvelle loi doit changer la donne. Distributeurs, fournisseurs, publicitaires, comment les prix sont-ils fixés? En plateau, les experts d'Avant d'acheter vous répondent en direct. Dès maintenant, vos questions, vos témoignages par mail ou par SMS. Avant d'acheter, spécial pouvoir d'achat, ce soir à 22h15.
voici de retour sur le plateau de Solidarité consacré aujourd'hui aux spécialistes de l'image qui ont vécu en direct mai 68. Je vous propose un extrait tout de suite du film Le fond de l'air est rouge de Chris Marker. C'est un extrait d'une série de documentaires réalisés entre 1967 et 1977, donc qui émane du festival dont nous parlions il y a un instant. Voyons cet extrait du documentaire qui est intitulé Mai 68 et tout ça. Il y a une double erreur dans ces situations-là. L'État révèle tout d'un coup sa face répressive, celle qui est plus ou moins diluée dans la vie quotidienne, diluée aussi selon le quartier qu'on habite et le métier qu'on exerce. Mais là, il faut faire peur. On sort sa police, avec des tout nouveaux affûtuaux qu'on ne lui connaissait même pas. Parfait. Le manifestant, de son côté, comprend que l'État lui est apparu, comme à Bernadette la Sainte Vierge. C'est aussi pour lui une révélation. Dans certains cas extrêmes, il y a quelqu'un qui a le droit de décider pour lui sur quel trottoir il doit marcher et qui, s'il choisit le mauvais, a le droit de l'en empêcher à coups de latte. Donc, cette chose qui m'empêche de traverser la rue, c'est l'État. Mais alors, si je la traverse, si je fais reculer la chose, c'est l'État qui recule. Alors Annick Peigné, Julie, finalement en 68, quelle était la dimension solidaire du cinéma? C'était aussi de pouvoir pénétrer dans des lieux, dans des endroits où on n'allait pas autrement. La caméra avait quelque part une sorte de droit de citer discrètement, elle se faisait toute discrète, on allait dans les usines, on allait auprès des populations les plus démunies. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'était vraiment un instrument de solidarité, je pense. Oui, enfin, peut-être que le mot solidarité n'était pas franchement employé tel quel parce que c'était évident. C'était évident que on n'avait pas besoin de dire ce mot-là parce que c'était évident qu'à ce moment-là, il fallait filmer les Vietnamiens qui résistaient à l'impérialisme américain, il fallait filmer les ouvriers, il fallait filmer les manifestants à Mexico, il fallait aller filmer les Irlandais. Et je pense que c'est ça qui a animé à ce moment-là l'énergie de certains cinéastes, par exemple Jean-Luc Godard qui se retrouve à ce moment-là au sein d'un groupe politique qui se nommera Dziga Vertov, donc une référence à un cinéaste soviétique, de l'époque soviétique des années 30, et l'auteur disparaît, il décide de ne plus faire des films en son nom de Jean-Luc Godard, mais c'est un collectif qui part filmer les luttes dans le monde entier, donc ils partent, comme je dis, en Irlande, en Italie, et là, à ce moment-là, le travail qui se fait est non seulement de rendre compte des luttes, mais aussi de réfléchir sur la manière dont leur cinéma peut devenir un outil politique. Donc c'est des films qui sont traversés par des questionnements qui nous paraissent aujourd'hui peut-être un petit peu cérébraux sur le type de cinéma qu'ils peuvent faire, avec des commentaires qui sont des commentaires souvent extrêmement dogmatiques, pour ce groupe Dziga Vertov en tout cas. Ça c'est un exemple particulier. Et puis il y a le cinéma par exemple de Chantal Akerman qui fait son premier film cette année-là en 68, et là c'est complètement autre chose. Il s'agit de se filmer elle-même et sa propre révolte de jeune fille à Bruxelles. Donc c'est quelque chose, je crois qu'entre les deux il y a tout un pan du cinéma politique de l'époque, c'est-à-dire entre un cinéma très dogmatique, celui de Godard, et un cinéma très individuel et de la révolte individuelle qui est celui d'Akerman. Et puis après, il y a effectivement tout un éventail de films dont on a essayé de montrer un petit bout là en une semaine. Puis alors c'est une époque, vous m'avez dit quand on préparait l'émission, il y a une ironie, c'est que c'est une époque où les auteurs se retrouvent en fait des vecteurs pour les messages forts comme cela du monde entier, à une époque où on avait un peu envie de les mettre de côté, on voulait les annihiler, ces fameux auteurs, on était un petit peu contre le succès individuel, l'individualisation de la démarche, quoi.
Oui, je pense que c'est et pourtant, ils ont rendu un sacré service, quoi. Disons que du coup, le choix de Godard dans cette courte période, en 68 et 72, de ne plus être l'auteur de ces films, mais que ce soit un collectif, était effectivement symptomatique de ça. Mais bon, c'est un cas extrême. Enfin, il y a eu pas mal de groupes, Ciné-Lutte, à l'époque, je les ai plus tous en mémoire. Il y a eu effectivement pas mal de groupes comme ça qui se sont créés, de cinéastes qui ont décidé de travailler collectivement. Donc il n'y a plus de générique à ces films. Donc on ne sait plus qui est le chef opérateur, qui est l'ingénieur du son et qui est le réalisateur. Enfin bon, on arrive à deviner, par exemple en voyant Vent d'Est de Godard ou Pravda, les deux films qu'on a présentés là, on arrive à deviner quand même la patte de Godard ou la patte de Jean-Pierre Gorin, qui est l'autre réalisateur, où on voit très bien un début d'ironie de Godard aussi par rapport à un discours dogmatique. Bon, on le sent, mais bon, c'est en filigrane dans ces films-là. Qu'est-ce qui a changé, Christian Roux, justement, peut-être dans la façon d'aborder le documentaire, le concept du documentaire par rapport à il y a 40 ans? Il y a 40 ans, vous avez du cinéma militant, c'est-à-dire qu'on prenait la caméra et on allait pour aider. On n'a pas évoqué les groupes Medvedkin, c'est-à-dire que non seulement le réalisateur disparaît, mais il donne la caméra aux ouvriers, puisque c'est Marquer qui fait un film sur une grève qui est désavouée plus ou moins par les gens qui sont dans le film et qui dit bon maintenant allez-y, faites les films vous-même. Donc on est vraiment Marquer investi pour la lutte contre la guerre du Vietnam, c'est ça. Enfin là il s'agissait de Sochaux. Et donc si vous voulez, on est vraiment dans l'idée d'un cinéma qui agit en même temps qui fait la révolution en même temps que la révolution se fait, quoi. Là on est 30 ans après, 40 ans après, donc mais quand on voit donc votre film, il y a cette force du témoignage qui quelque part se suffit à elle-même, quoi. Oui, c'était ça. On revit vraiment bien mon idée, c'est cette tension. Ils ont été acteurs, ils sont acteurs aux deux sens du terme. Ils ont été acteurs de la lutte et maintenant ils sont acteurs du film, et ils ont ça tellement dans leur corps, dans leurs yeux, dans leur regard, dans leur façon de parler que voilà, c'est comme si on revivait avec eux l'histoire. Et en plus, un récit comme ça, sans image, d'une certaine façon, ça provoque de l'imaginaire, c'est-à-dire ça provoque de la fiction. C'est-à-dire qu'on les voit quand ils racontent comment... Oui, c'est pas mal le cinéma aussi qui se permet lui aussi de suggérer, de stimuler l'imaginaire, pas trop d'images en fait. Voilà. On se sert juste de cette émotion, on filme l'émotion avec les acteurs de l'événement, mais à côté de ça, on continue à imaginer, ce qui est aussi vraiment une démarche intéressante. Donc, dernière partie de cette émission, on la consacre évidemment au conflit LIP 73-74, une espèce d'épopée où ce sont effectivement en digne héritier de mai 68 les salariés qui ont pris le pouvoir dans l'usine. Alors, Jean Raguenet, je vais commencer un petit peu donc avec vous, qui vous êtes engagé, vous avez quelque part laissé tomber vos autres chantiers, si j'ose dire, pour aller rentrer comme ouvrier chez LIP en 71. Mais déjà, on va revenir un petit peu sur la question du spirituel et du religieux dans les événements des 68. Quelle place occupaient-ils? Ils avaient une véritable place, et pourtant on se dit qu'il y avait une incompatibilité, parce que quelque part le religieux, le catholique, etc., c'était un peu la droite, et puis il y avait cet engagement sur le terrain social de gens comme vous, dont vous dites que vous étiez d'abord à droite, puis vous avez fini par basculer à gauche, forcément, au bout d'un moment donné. C'est vous qui le dites dans votre livre. Oui. Avant 1960. Oui, avant, voilà, bien avant. Mais quelle était la place justement du religieux dans cette effervescence populaire de 68 ? Bon, qui était assez porteuse quand même d'espoir et d'énergie aussi. Mais je dirais, enfin, c'est pas le religieux qui l'a emporté. Je crois il y a beaucoup de mouvements quand même catholiques, communistes, ouvriers qui s'expriment en tant que tels. Oui, c'est vrai. Mais comment dire, bon, il y a eu un, comment dire, non pas une action au niveau, j'allais dire par exemple du centre Saint-Yves. Le centre Saint-Yves, c'était l'aumônerie des étudiants catholiques, donc du droit et des sciences économiques de Paris. Donc vous occupiez, voilà. Voilà, j'étais aumônier avec deux autres frères dominicains, et je crois qu'on a eu, et à partir de ce centre, il y a eu une véritable action qui s'est faite. Alors pas simplement au niveau des étudiants, mais par exemple, je me souviens que la première, j'allais dire, participation eucharistique œcuménique en protestant catholique a eu lieu
Hein. Elle n'a pas eu lieu à Saint-Yves, mais elle est partie de là. Hein. La contestation dans les églises aussi, contestation du sermon. Ah oui, puis on était au lendemain du Concile Vatican II quand même, 62 oui, à 65. on était dans la foulée ça portait un petit peu, on commençait à être plus œcuménique à tout niveau, quoi, on va dire. Si. Il y avait Vatican II, comme vous l'avez dit, qui était très fort, et puis on a eu une certaine activité. Mais je dirais que c'est pas le mouvement religieux qui a porté mes 68. Ah non, pas du tout. Donc je disais quelle était la place, même toute petite, mais parce qu'elle s'est exprimée. Dans tous les écrits, on voit qu'il y a quand même il y avait des jeunes catholiques communistes, des ouvriers catholiques, voilà, simplement, elle était présente. Peut-être plus qu'aujourd'hui, parce que aujourd'hui, petit à petit, on l'a vraiment je crois que ça rejoint l'idée de l'utopie. De la tradition ça rejoint l'idée de l'utopie. Pour moi, mai 68, c'est une utopie extrêmement forte. C'est un soulèvement de l'esprit. Et je crois que là-dedans, oui, c'est comme ça que vous le définissez dans votre livre, c'est le soulèvement d'esprit avant tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, il y a une espèce de conscience communariste importante. Il y a un rapprochement, comme le disait très bien M. Rigaud, il y a un rapprochement des personnes, des idées, des esprits, des cœurs aussi. Moi, je dirais rapidement, pour moi, mai 68, c'est la contestation du savoir, du pouvoir et de la société de consommation. Du savoir, pas du savoir en tant que tel, mais de la façon dont il se transmet. À croire que les professeurs se sont jamais penchés sur Socrate. Hein. Bon. Contestation du pouvoir, hein, que ce soit dans les usines, dans les universités, pas n'importe quel pouvoir, mais la façon dont il s'exerce. Et la société de consommation, c'est la même chose. Et je dirais, alors qu'elle était à son début, la société de consommation, alors que dire aujourd'hui? Mai 68 reste vraiment d'actualité, je crois. Hein. Bon, hein, c'est la contestation. Et pourtant, on continue à faire les mêmes erreurs. On continue à faire les mêmes erreurs. Avec beaucoup plus d'amplification, d'ailleurs. Mais pour moi, le cœur de mai 68, c'est la revendication de l'homme comme acteur de sa propre existence. Voilà, de son devenir, absolument. Et quand on me dit que mai 68 est mort, eh ben alors là je dis, écoutez, messieurs, dames, c'est l'humanité qui est morte. Parce que si l'humanité n'a plus de songe, si elle n'a plus d'espoir, si elle n'a plus d'utopie, eh bien, elle n'a plus d'avenir, elle n'a plus de futur. Et je crois que mai 68 ne sera pas revécu comme ça a déjà été vécu, de même que l'IP, il n'y a pas de doute, hein, mais je crois que c'est indélébile dans la conscience de l'homme. Alors racontez-nous comment vous en venez à vous engager comme simple ouvrier chez l'IP. Quel est l'étincelle, le moteur? Bon, l'étincelle, c'est que donc j'étais aumônier des étudiants à Paris, des étudiants de sciences économiques et du droit. Bon, on est entré de plein pied dans mai 68. Notre centre a été ouvert pendant 3 semaines. On a fait un amphi permanent intitulé Les chrétiens et la Révolution, où il y avait beaucoup de monde en permanence. Vous voyez qu'on en parlait quand même des chrétiens, malgré tout. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En tant que tel, avec le mot, c'est ça que je veux dire. J'ai tendance à les mettre un peu à gauche. Bien sûr, parce que c'était... Ah oui. Et comment dire, bon, on a, j'allais dire, les étudiants en droit, ils dirigeaient le comité de grève de la faculté de droit, ce qui était très bien, et nous, à Saint-Yves, on continuait cet amphi permanent, mais on les portait vraiment, on était d'accord, en plein accord avec eux. Et au bout d'un temps, enfin, on se l'était déjà posé auparavant, mais on s'est dit, il faut aussi mettre notre vie en harmonie avec nos paroles. Il ne s'agit pas simplement de contester, de dire cette société, elle est mauvaise, c'est une saloperie, on est tous, comment dire, enfoncés dans la consommation jusque-là. Il faut changer de vie. Il faut être acteur du changement. Et c'est pourquoi, pas tout seul, mais avec un autre frère dominicain qui est avec moi en Amazonie, qui lutte beaucoup contre le travail esclave, eh ben, on a décidé donc de partir dans une ville de province et de travailler de nos mains, de gagner notre vie, et après on se dit, après on verra bien. Mais au moins, il y aura une certaine harmonie entre nos actes et nos paroles. Écoutez, je vous propose qu'on comprenne bien en image l'esprit, du moins de ce conflit qui ensuite va se déclarer pour sauver tout simplement l'entreprise. Les salariés sont mobilisés pour le faire. Christian Rouault, vous en avez tiré ce magnifique documentaire, extrait, LIP, l'imagination au pouvoir, donc un film réalisé l'an dernier en 2007. Le pouvoir ne peut pas se permettre de perdre sur le problème de l'occupation. C'est-à-dire, s'il fallait amener 2000 CRS de plus, il les amènerait, mais il n'allait pas se laisser battre et puis se laisser, éjecter de l'IP. Bon, peut-être que j'étais un peu prisonnier à l'époque des grandes idéologies, des grandes espérances. Je rêvais aussi Camilo Torres, Che Guevara, Fidel Castro un peu moins,
Mais enfin, je rêvais un peu déjà Amérique latine sans la connaître, libération des peuples, et je pensais qu'on pouvait libérer une usine comme on libérait un peuple. Et donc, d'une certaine façon, c'est vrai que je me suis laissé séduire par les sirènes de la violence. Mais je ne suis jamais allé vraiment jusqu'à la violence. Je ne crois pas. Sauf une seule fois. Mais bon, une fois, c'est permis. Oui, dans l'usine, il s'était d'ailleurs entraîné. Bah oui, avant l'occupation, il y avait un petit camp d'entraînement dans la verdure, là-bas, où il lançait des cocktails, etc. Bon. On voyait bien que le cercle allait s'agrandir, et puis nous emprisonner dans une bataille où le pouvoir nous avait fixés. Alors bon, on n'avait pas à avoir une attitude intransigeante en disant on ne veut plus voir quelqu'un là-bas. C'était ça nous était demandé. Il faut que vous dénonciez. Non, on ne veut pas dénoncer. On dit simplement qu'il faut revenir pour se battre sur l'axe principal. Et petit à petit, ils sont revenus. Mais ça a mobilisé beaucoup d'énergie. Hein. Tous ceux qui étaient en prison et tout. Et là, l'imagination de Lippe, une fois de plus, a rebondi. Hein, on s'est dit, bon, on n'a plus d'usine. Eh bien, il faut qu'on la reconstruise ailleurs. On va dire que c'est Besançon, tout Besançon qui est notre usine. Et donc, on va occuper Besançon. Comment? Bien. On a occupé le gymnase Jean Zay. Les assemblées générales, on le faisait au cinéma Luxe. Comme on n'avait plus de restaurant, on est allé au Fort Bregy et on a créé un restaurant dans le Fort Bregy. Et on avait aussi un atelier de montage quelque part dans Besançon. C'est-à-dire qu'on s'était redéployé sur 4 ou 5 sites à Besançon et que, même si on avait perdu l'usine, on avait perdu l'espace de Palante, mais comme disait Piaget, l'usine est là où sont les travailleurs. Où sont les travailleurs et où les travailleurs aussi la reconstruisent. Oui, l'ensemble de la classe ouvrière vous est redevable, camarades de chez Lippe. Vous avez montré qu'à l'heure où l'organisation capitaliste du travail éclate, une autre organisation du travail est possible. Il est possible à une collectivité consciente, mobilisée, de vivre une démocratie intense, où toutes les phases de l'action sont discutées, décidées et contrôlées collectivement. C'est possible de rêver autrement, de faire autre chose. Moi, je mettais tout ça dans le c'est possible. Hein. C'est possible, oui, d'une certaine façon, de surréaliser les murs d'une usine, si vous voulez. Hein. De leur donner une autre coloration, un autre ton, une autre voix. Hein. De faire que le rapport avec l'autre, avec le travailleur sur sa machine change. Et même le rapport au chef. Christian Rouault, qu'est-ce que les protagonistes de l'affaire que vous avez filmée ont-ils conservé en eux et vous ont-ils restitué dans ce document de ce qu'ils ont vécu à ce moment-là? On a l'impression que les moments, l'émotion est vivace toujours et le ressenti, la prise de position est toujours là. Oui, moi, ce que j'avais envie de faire, c'était de reproduire les émotions que moi j'ai reçues en les rencontrant. Il m'avait fait rire, il m'avait fait pleurer, il m'avait ému. Et donc voilà, l'idée c'était ça, c'était qu'on se mette dans la situation de l'époque. Et on est effectivement 5 ans après mai 68, on est complètement là-dedans. Tout à l'heure, Ciné disait ça a été trop court 68. Mais moi, je suis de la génération, enfin j'avais 20 ans moi en 68. J'étais étudiant à la Sorbonne, enfin la totale. Et donc quand ça s'est terminé, on s'est dit c'est pas possible que ça s'arrête comme ça. Donc pour moi 68 c'est les 10 ans qu'on suivi. C'est-à-dire tous les comités qui sont créés sur la question sur l'avortement, sur l'armée, sur les prisons, sur la santé. Oui, puis ça a quand même donné des lois, hein. Quelque part, ça a quand même changé beaucoup de choses. Oui. Puis donc l'idée de la lutte, pas mort. L'idée qu'on pouvait pas s'arrêter comme ça et qu'il fallait lutter. Et du coup, Lippe, c'était l'archétype de ça. Parce qu'il mettait en pratique toutes les idées qu'on avait. Et ça a été trop beau, ce qui fait que ça a été étouffé ensuite par le patronat, parce que ça aurait pu être productible.
Ça aurait pu représenter une force incroyable. C'était déjà commencé. Parce que la production était repartie du coup. Ouais, alors déjà, LIP était très bien reparti, et surtout il y avait plein de petites entreprises qui faisaient du LIP. C'est-à-dire qu'il y avait une entreprise à Cerizay, je ne sais pas si tu te souviens, Cousseau, qui fabriquait des corsages, qui vendait les corsages au profit de la lutte. Il y avait une entreprise de briquets, même chose à Redon. Oui, alors là on est complètement dans de la solidarité. Pardon, j'y reviens parce que c'est un peu le fond de cette émission. Mais c'est beau de voir ça, parce que c'est quelque chose qu'on n'a quand même pas revu depuis. En France, avec cette intensité-là. Les années 80, le rouleau compresseur de l'individualisme, de écrabouiller les autres pour réussir, tout ça, c'est quand même très violent, quoi. Moi, j'ai ma montre libre quand même, je tiens à le dire, je l'ai apportée aujourd'hui. C'est un héritage familial. On y tient beaucoup. Bah oui, d'époque, évidemment. Avant certainement la fin. On est à la fin de l'émission. Je voudrais reprendre une de vos phrases, Jean Raguenès, que vous avez mise, vous avez écrite, vous avez mis « Si l'IP avait été seulement syndical, il n'en serait pas sorti grand-chose. Ça aurait été un conflit classique. Mais si l'IP avait été seulement révolutionnaire, au sens où j'ai essayé de dire, il n'en serait pas non plus sorti grand-chose, si ce n'est des idées fumeuses. Or, il en est sorti des choses grâce à la rencontre de sages fous et de fous sages. » C'est peut-être ça, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu ce qu'il faut retenir de mai 68, une espèce de folie éclairée, mais encore désordonnée, où on pouvait se permettre, sur des sujets graves aussi un peu d'ironie, on voit de l'humour, on voit le sourire évidemment de Cohn-Bendit, mais il y en a eu d'autres. C'est peut-être cette magie-là qui a fait qu'on s'en souvient encore, mais qu'on n'a peut-être pas pu non plus s'en inspirer à fond pour bâtir le modèle d'aujourd'hui. Moi, je crois que c'est un point fondamental pour moi. Et c'est pas simplement lié à l'IP. Les fous sages et les sages fous. Oui, c'est pour ça que je faire avancer à mai 68. Une société, il faut une certaine rencontre du réalisme, de la connaissance, mais aussi un geste de folie. S'il n'y a pas le geste de folie, eh bien, le réalisme, la connaissance se sclérose et ne donne rien. Mais d'un autre côté, s'il n'y a pas un brin de connaissance et un brin de réalisme, l'utopie, elle n'avance pas. Et c'est la rencontre de la sagesse et de la folie, mais la folie comprise au sens de l'utopie des hommes et des femmes, qui fait que le monde avance. Fait que le monde avance et que le monde se crée. Et il ne faut pas en avoir peur surtout, c'est ça aussi le message, il ne faut pas avoir peur de cette saine folie. Absolument. Merci madame, merci messieurs, je rappelle les livres mai 68, Wolinski, Cohn-Bendit, Cabu, GB, Ciné, Cavana, voilà. Également Sous les pavés de Marc Ribou, édition La Dispute, et de mai 68 à l'IP, Un dominicain au cœur des luttes, édition Cartala, préface d'Henri Burin-Desrosiers. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous et vous d'avoir fait le voyage, même si ce n'était pas que pour nous, du Brésil. Et bonne chance pour votre lutte sur le terrain qui est très importante. Voilà. Au revoir. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Ciao. Donner des lois, quelque part, ça a quand même changé beaucoup de choses. Puis donc l'idée de la lutte, l'idée qu'on ne pouvait pas s'arrêter comme ça, qu'il fallait lutter. Et du coup, l'IP, c'était l'archétype de ça. Parce qu'il mettait en pratique toutes les idées qu'on avait. Et ça a été trop beau, ce qui fait que ça a été étouffé ensuite par le patronat, parce que ça aurait pu être reproductible. Ça aurait pu représenter une force incroyable. C'était déjà commencé. Parce que la production était repartie, du coup. Alors déjà, l'IP était très bien reparti, mais surtout, il y avait plein de petites entreprises qui faisaient du LIP. C'est-à-dire qu'il y avait une entreprise à Cerizay, je ne sais pas si tu te souviens, Cousseau, qui fabriquait des corsages, qui vendait les corsages au profit de la lutte. Il y avait une entreprise de briquets, même chose à Redon. Alors là, on est complètement dans de la solidarité. Pardon, j'y reviens parce que c'est un peu le fond de cette émission. Mais c'est beau de voir ça, parce que c'est quelque chose qu'on n'a quand même pas revu depuis. En France, avec cette intensité-là. Les années 80, le rouleau compresseur de l'individualisme, de écrabouiller les autres pour réussir, tout ça, c'est quand même très violent, quoi. Moi, j'ai ma montre libre quand même, je tiens à le dire, je l'ai apportée aujourd'hui. C'est un héritage familial. On y tient beaucoup. Bah oui, d'époque, évidemment. Avant certainement la fin. On est à la fin de l'émission. Je voudrais reprendre une de vos phrases, Jean Raguenès, que vous avez mise, vous avez écrite, vous avez mis « Si l'IP avait été seulement syndical, il n'en serait pas sorti grand-chose. Ça aurait été un conflit classique. Mais si l'IP avait été seulement révolutionnaire, au sens où j'ai essayé de le dire, il n'en serait pas non plus sorti grand-chose, si ce n'est des idées fumeuses. Or, il en est sorti des choses grâce à la rencontre de sages fous et de fous sages. » C'est peut-être ça, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu ce qu'il faut retenir de mai 68, une espèce de folie éclairée, mais encore désordonnée, où on pouvait se permettre, sur des sujets graves aussi un peu d'ironie, on voit de l'humour, on voit le sourire évidemment de Cohn-Bendit, mais il y en a eu d'autres. C'est peut-être cette magie-là qui a fait qu'on s'en souvient encore, mais qu'on n'a peut-être pas pu non plus s'en inspirer à fond pour bâtir le modèle d'aujourd'hui. Moi, je crois que c'est un point fondamental pour moi. Et c'est pas simplement lié à l'IP.
les fous sages et les sages fous. Oui, c'est pour ça que j'ai tendu à mai 68. Une société, il faut une certaine rencontre du réalisme, de la connaissance, mais aussi un geste de folie. S'il n'y a pas le geste de folie, eh bien, le réalisme, la connaissance se sclérose et ne donne rien. Mais d'un autre côté, s'il n'y a pas un brin de connaissance et un brin de réalisme, l'utopie, elle n'avance pas. Ouais. Et c'est la rencontre de la sagesse et de la folie, mais la folie comprise au sens de l'utopie des hommes et des femmes, qui fait que le monde avance. Fait que le monde avance et que le monde se crée. Et il ne faut pas en avoir peur surtout, c'est ça aussi le message, il ne faut pas avoir peur de cette saine folie. Absolument. Merci madame, merci messieurs, je rappelle les livres Mai 68, Wolinski, Cohn-Bendit, Cabu, GB, Ciné, Cavana, voilà. Également Sous les pavés de Marc Ribou, édition La Dispute, et de Mai 68 à Lippe, Un dominicain au cœur des luttes, édition Cartala, préface d'Henri Burin-Desrosiers. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous et vous d'avoir fait le voyage, même si ce n'était pas que pour nous, du Brésil. Et bonne chance pour votre lutte sur le terrain qui est très importante. Voilà. Au revoir. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Ciao.